C'est bientôt Noël, et comme tous ceux de ma génération nés dans les années 80, il y a un film qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder chaque année, c'est Gremlins. Oh, c'est pas vrai. Qu'il est mignon. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire. Et je crois que depuis la création de cette chaîne, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir vous parler enfin de ce film produit par Steven Spielberg. Entre rire, frisson et un soupçon de magie, Gremlins c'est bien plus qu'une simple comédie d'horreur, c'est un classique qui a marqué mon enfance et peut-être aussi la vôtre. Il est donc enfin temps de se plonger dans les coulisses de ce film culte, Gremlins. Imaginez-vous, jeune scénariste en 1981, fraîchement diplômé, vivant dans un petit appartement modeste et rêvant de percer à Hollywood. C'est précisément la situation dans laquelle se trouvait Chris Columbus au début des années 80. Issu de l'école de cinéma de l'université de New York, Columbus avait beaucoup de talent, mais pas encore les moyens d'en vivre. À l'époque, il vivait donc dans un appartement si délabré que les nuits étaient rythmées par les bruits de petits rongeurs grattant dans les murs et courant sur le sol. Alors une souris, certes, c'est mignon, mais quand ça se balade dans tes murs ou sous ton toit, y a de quoi péter un câble. Et c'est là que naît l'idée de Gremlins. Ces bruits nocturnes éveillent son imagination. Et si ces créatures n'étaient pas de simples souris, mais des monstres facétieux capables de tout détruire? Columbus décide de canaliser cette inspiration dans un scénario. Mais au-delà de ses origines, ce scénario est aussi une sorte de lettre d'amour à sa propre enfance passée devant des films de monstres et de science-fiction. Columbus adore les créatures fantastiques et s'amuse à imaginer un monde où une adorable petite boule de poils peut devenir la cause d'un chaos absolu. Une fois son scénario terminé, Columbus l'envoie à Los Angeles sur les bureaux des producteurs dans l'espoir que l'un d'eux lui donne sa chance. Il atterrit entre les mains d'un certain Steven Spielberg qui venait justement de créer sa société Amblin. À cette époque, Spielberg était déjà une superstar du cinéma grâce aux Dents de la Mer et Haïti, et il tombe rapidement sous le charme des idées de Chris Columbus. Pourtant, le scénario original qu'il a entre les mains est bien plus sombre et violent que le film que nous connaissons tous. Spielberg perçoit néanmoins un énorme potentiel commercial et décide d'adoucir les aspects les plus effrayants pour toucher un public plus large. Mais au fait, d'où vient le mot Gremlins? Le terme gremlin est apparu pour la première fois dans les années 20, dans le contexte de l'aviation militaire britannique. À l'époque, les pilotes se plaignaient que des dysfonctionnements mécaniques mystérieux survenaient sur leurs avions, souvent sans explication apparente. Ils attribuaient ces pannes à de petites créatures malicieuses et invisibles qu'ils appelaient des gremlins. Ces petites créatures étaient censées causer des problèmes techniques, surtout lors de vols difficiles ou dans des conditions météo défavorables. Elles étaient donc des boucs émissaires parfaits pour des incidents techniques imprévus. Ce n'est qu'après cette époque que le mot Gremlins a commencé à être utilisé de manière plus large dans la culture populaire. Et pour réaliser Gremlins, Spielberg décide de faire appel à Joe Dante. À cette époque, il était connu pour ses films à petit budget comme Piranha ou Les Hurlements, qui jouaient sur les codes horrifiques avec une touche d'humour. Toutefois, il était loin d'être une figure incontournable d'Hollywood. Dante était un choix parfait avec son approche décalée, mais il refusa dans un premier temps la proposition de Spielberg. Dante était habitué à des productions plus modestes et craignait de ne pas être prêt pour un projet produit par Spielberg, dont la réputation était alors à son sommet. Le mélange comédie, horreur et satire sociale était ambitieux et risquait de ne pas trouver son public. Dante avait tout simplement peur de ne pas être à la hauteur, car travailler avec Spielberg et Amblin signifiait une exposition médiatique énorme et des attentes très élevées. Mais Spielberg savait que c'était la personne idéale pour réaliser le film. Il admirait la capacité du réalisateur à équilibrer humour et frisson. Spielberg l'a donc rassuré en lui proposant une liberté créative totale sur le film, tout en supervisant tout de même certains choix déterminants de l'histoire. Cette collaboration a finalement convaincu Joe Dante.
Ensemble, Spielberg, Dante et Columbus peaufinent l'histoire. Parmi les changements majeurs, ils décident de transformer Gizmo en personnage central et attachant. À l'origine, il devait lui aussi se transformer en un gremlin maléfique, mais Spielberg insista pour qu'il reste un allié adorable tout au long du film. Ce choix contribuera à faire de Gizmo l'une des mascottes les plus emblématiques du cinéma et à vendre quelques peluches. Le succès du projet lui a permis de se lancer dans la foulée sur le scénario des Goonies, puis il scénarisera Le Secret de la Pyramide avant de passer à la réalisation, avec des classiques de Noël comme Maman j'ai raté l'avion ou les 2 premiers films de la saga Harry Potter. Gremlins était un pari risqué pour Spielberg. Après ses succès avec E.T. et les aventuriers de l'Arche perdue, il a vu dans ce projet un moyen de bousculer les codes du cinéma grand public. Un film qui mêle humour décalé, terreur et satire sociale sur fond de ville américaine. Ce concept à la fois original et prometteur a séduit Warner Bros qui accepta de financer le film malgré les risques. Le budget alloué était modeste pour l'époque, d'environ 11 millions de dollars, mais ça n'a pas empêché l'équipe de créer une expérience visuelle inoubliable. Le tournage du film s'est principalement déroulé dans les studios Warner Bros à Burbank, en Californie. Kingston Falls, la ville fictive où se déroule l'histoire, a été entièrement reconstruite en studio. Ce décor inspiré de l'Amérique traditionnelle a permis de recréer une atmosphère à la fois chaleureuse et nostalgique, tout en offrant le cadre parfait pour laisser s'exprimer l'absurdité des événements qui vont s'y dérouler. Le choix de cette ville était stratégique, il renforçait le contraste entre l'univers fantastique et l'apparence de normalité qu'offrait la petite ville. Le plateau principal, représentant la place centrale de la ville, sera d'ailleurs réutilisé 1 an plus tard, mais cette fois-ci sans la neige, pour Retour vers le futur et son Hill Valley. Joe Dante et son équipe ont privilégié des décors physiques très détaillés pour renforcer le réalisme. Le tournage en studio permettait aussi de gérer les nombreuses contraintes techniques liées aux effets pratiques. Et des contraintes, il y en a eu pas mal, à commencer par l'animation des Mogwai et des Gremlins, qui constituait le véritable défi technique du film. Ce sont des marionnettes animatroniques créées par Chris Wallace et son équipe qui ont permis de leur donner vie. À l'époque, les effets spéciaux numériques étaient évidemment loin d'être aussi développés qu'aujourd'hui, c'est pourquoi la production a opté pour des marionnettes complexes et animées mécaniquement. Les marionnettes mécanisées représentaient une prouesse technologique, mais leur manipulation était particulièrement complexe. Gizmo, par exemple, était une marionnette toute petite avec des mécanismes internes pour ses expressions faciales, nécessitant plusieurs opérateurs. Sa petite taille posait de fréquents problèmes, au point que des scènes ont dû être simplifiées. Pour les scènes impliquant beaucoup de gremlins, certaines marionnettes étaient statiques ou suspendues à des câbles, tandis que d'autres étaient manipulées à la main. Chaque plan impliquant des créatures nécessitait des heures de préparation et de répétition. L'équipe a dû user de créativité pour économiser sur les effets. Par exemple, dans certaines scènes, ils utilisaient des ballons pour simuler des gremlins gonflants ou explosants. Pour la scène se déroulant dans le cinéma, toute l'équipe a été mise à contribution, y compris le réalisateur Joe Dante. Le choix des animatroniques, bien que coûteux et chronophage, a permis de donner aux Gremlins un caractère unique et une expressivité qui n'aurait pas été possible avec des hommes en costume ou avec des effets numériques totalement rudimentaires à l'époque. Mais comme un film n'est rien sans son casting, c'est là qu'intervient un autre élément clé de Gremlins. Son duo d'acteurs principal, Zach Galligan et Phoebe Cates, qui incarnent Billy et Kate, les héros du film, avec une remarquable justesse. Ils ont su apporter la dose de légèreté et d'humanité nécessaire pour maintenir l'équilibre entre l'horreur et la comédie. Zach Galligan fut choisi pour son naturel et sa capacité à jouer un héros accessible et sympathique. Phoebe Cates était surtout connue à l'époque pour ses rôles dans des films plus adultes, comme Paradise ou sa chauffe au lycée Richmond, sorti en 1982, où elle avait marqué les esprits dans une scène de piscine devenue culte. Ses rôles lui avaient valu une réputation d'actrice associée à des films pour ados ou à des histoires plus audacieuses. Son choix de casting s'inscrit dans une volonté délibérée de briser cette image et de montrer une facette différente de son talent. Joe Dante et Steven Spielberg recherchaient une actrice capable d'incarner Kate, un personnage sensible mais aussi doté d'un certain mystère, et elle impressionna lors des auditions par son naturel et sa capacité à exprimer à la fois la douceur et la profondeur émotionnelle nécessaires au rôle, notamment pour la célèbre scène où elle raconte la mort de son père coincé dans la cheminée. Et bien sûr, il y a les voix des Gremlins, comme celle de Gizmo, interprétée par Howie Mandel. C'est ce qui a donné à ces créatures un caractère unique et mémorable. Les bruits, les grognements et les rires des Gremlins ont été travaillés pour apporter cette dimension supplémentaire d'irrévérence et de chaos. Puis le film a finalement trouvé son rythme en post-production. Le montage a joué un rôle essentiel pour jongler entre les genres et maintenir l'intérêt du spectateur, tout en préservant l'équilibre entre horreur et comédie. La bande originale de Jerry Goldsmith a également renforcé cette atmosphère si particulière.
avec des thèmes à la fois inquiétants et poétiques. La musique a parfaitement soutenu l'ensemble, soulignant à la fois les moments de frisson et de comédie. À sa sortie, Gremlins a rencontré un succès phénoménal, tant sur le plan commercial que critique. Avec son budget de seulement 11 millions de dollars, il rapporta environ 153 millions, s'imposant comme l'un des grands succès de 1984. Les critiques ont salué l'originalité du film, soulignant sa capacité à offrir à la fois des frissons et des rires, même si certains ont exprimé des réserves sur l'ambiguïté du film, ne sachant pas s'il s'adressait à un public familial ou à des amateurs de films d'horreur plus adultes. Lorsque Gremlins est sorti, il a été classé PG, ce qui signifie que certains contenus pouvaient ne pas convenir à de jeunes enfants, mais sans être jugés assez intenses pour un classement R, pour Restricted, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Cependant, de nombreux parents ont trouvé certaines scènes du film trop violentes ou troublantes pour un public jeune, comme les attaques brutales des Gremlins ou la fameuse anecdote sur la mort du père de Kate dans la cheminée. Cette controverse fut aggravée par la sortie la même année d'Indiana Jones et le Temple maudit, qui comportait des scènes très graphiques comme celle de l'extraction du cœur. Ces deux films ont démontré qu'il existait un vide dans la classification des films. Certains contenus étaient trop intenses pour un PG, mais pas assez pour un R. Face à ces critiques, Spielberg proposa un classement intermédiaire, le PG-13. Cette classification permettrait de signaler aux spectateurs que le film contenait des éléments inappropriés pour des enfants très jeunes, tout en restant accessible aux adolescents de plus de 13 ans. Cette classification fut acceptée et le premier film à être officiellement classé PG-13 fut Red Dawn, qui sortit quelques mois après Gremlins. À cette époque, Steven Spielberg jouissait déjà d'une énorme réputation et d'une grande influence à Hollywood. Grâce à ses succès comme E.T. l'extraterrestre ou Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, et son rôle de producteur sur des projets comme Poltergeist, sa proposition a évidemment été prise très au sérieux, d'autant plus qu'il avait participé à la production de 2 films qui avaient mis en évidence ce problème de classification. Gremlins doit son succès à cette parfaite alchimie entre une équipe créative inspirée, des choix techniques audacieux et la vision de Spielberg. Ce film, réalisé dans des conditions de tournage exigeantes, incarne à la fois la magie et l'innovation du cinéma dans les années 80. Mes amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pelzer, Rand Pelzer. C'est moi là, au bord du trottoir. L'histoire démarre comme un conte de fées. Un inventeur nommé Randall Pelzer, cherchant un cadeau de Noël pour son fils, est amené dans une boutique d'antiquités par un gamin à Chinatown. Tentant de vendre au grand-père la salle de bain de poche, sa dernière invention, il entend des petits gazouillis provenant d'une petite cage renfermant un mogwai. Pour 200 $, et malgré les réticences du vieil homme, il parvient à l'acheter, mais avant de partir, l'enfant lui explique qu'il y a 3 règles à respecter. Écoutez, monsieur, il y a 3 règles que vous devez suivre. Ne l'exposez pas à la lumière. Il déteste la lumière brillante. Ensuite, tenez-le éloigné de l'eau. Mais la règle la plus importante, la règle que vous ne devez jamais oublier, ne jamais lui donner à manger après minuit. Vous avez compris? Oui, tout ce que tu veux. Bon, il aurait pu lui dire ce qui se passe s'il respecte pas les règles, mais on n'aurait peut-être pas eu de film. Dans la petite ville de Kingston Falls, Billy n'arrive pas à démarrer sa saloperie de bagnole étrangère. Saloperie de voiture étrangère, ça te laisse tomber dès qu'il fait froid. Il se rend donc au boulot à pied avec son chien Barney et accueille une cliente richissime et détestable, Madame Deagle. Voilà tout ce qui reste de mon bonhomme de neige importé de Bavière que votre chien a mis en morceaux ce matin. J'attraperai cet animal moi-même. Son collègue, futur flic à Beverly Hills, commande le cocktail de James Bond, mais ça n'en fait pas moins un pauvre con. Regarde-toi, tu as pratiquement toute ta famille à charge. Qu'est-ce que je te sers? Donne-moi une vodka martini faite dans un shaker. Kate, tu n'as pas vu mon nouvel appartement? Allez, j'ai la télévision par câble. Billy rejoint sa mère, qui est aussi la future grand-mère de Marty McFly, et accueille leur nouvel ami, qui sera aussi le nôtre, et donnera son nom à des milliers de chiens et chats dans le monde, Gizmo. Oh, c'est pas vrai. Il a un nom, pas? C'est un mogwai. Je l'ai appelé Gizmo. Ça a l'air de lui plaire.
Le lendemain, Pete, un futur Goonies, livre le sapin de Noël au Pelzer et rencontre aussi Gizmo. Mais cet abruti renverse de l'eau sur lui, donnant naissance à 5 autres Mogwai. Les petits monstres sont beaucoup plus mesquins et farceurs que Gizmo, et réussissent même à suspendre le chien à la guirlande de Noël située devant la porte d'entrée. Leur chef, celui qui a la mèche, nommé Stripe en VO, est le premier à être sorti de Gizmo lorsqu'il a été mouillé. Billy emmène un spécimen à son prof de bio et, inconscient des conséquences de ses actes, donne à nouveau naissance à un 6e Mogwai. Le soir venu, les Mogwai surexcités demandent à manger et ont l'air de comploter quelque chose. Mais à son réveil, il n'est pas minuit, donc Billy donne à manger au Morphal. Et le prof de bio laisse traîner son sandwich près du dernier spécimen à 2h20 du matin. Le lendemain, un phénomène inattendu s'est produit. Les Mogwai se sont mués en sorte de cocon. Et Billy comprend que son réveil avait en fait été trafiqué. Quelques heures plus tard, les cocons s'ouvrent, donnant naissance dans une lueur verdâtre à des créatures très différentes des Mogwai, les Gremlins. À l'école, le prof tente de faire sortir de sa cachette celui qu'il avait dans sa salle de classe. Mais c'est finalement lui qui se fait attraper. Chez les Pelzer, la mère armée d'un couteau est alertée par des bruits provenant de l'étage où Gizmo se fait torturer par les Gremlins. Mais dans sa cuisine, c'est elle la chef. Elle va ainsi pouvoir zigouiller quelques Gremlins dans une scène tellement jouissive, drôle et stressante à la fois. Billy rentre juste à temps pour aider sa mère, mais le chef parvient à s'enfuir après s'être mouché dans les rideaux. Billy suit ses traces qui le mènent jusqu'à la piscine municipale. Billy prévient immédiatement le shérif et son adjoint, futur homme de main de Gus Fringe, dans Breaking Bad, et des centaines de gremlins se rendent en ville. Il commence par conduire le chasse-neige de Monsieur Futterman, se cache dans les boîtes aux lettres, joue avec les feux de signalisation et envoie Madame Deagle inspecter sa toiture. Ils s'en prennent même à Rocky Balboa déguisé en Père Noël. Au secours! Enlevez-les! Enlevez-les! Au secours! Enlevez-les! Au secours! Enlevez-les-moi, shérif! Faites-les partir! Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend de faire tout ce cirque? Au bar où travaille Kate, une foule de poivreaux est venue fêter Noël. Il joue à Star Wars sur une borne d'arcade et rejoue une célèbre scène du film Flashdance. Kate réussit tout de même à fuir en remarquant que les Gremlins craignent la lumière vive et explique à Billy pourquoi elle déteste Noël. Maman et moi, on mettait les guirlandes. On attendait que papa revienne de son travail. Noël est venu, Noël est reparti et toujours pas de nouvelles. Ma mère et moi, on mangeait plus, on dormait plus. On était à bout de nerfs. Les pompiers sont passés par le haut de la cheminée. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée le soir de Noël. Il avait les bras encombrés de cadeaux. Il a glissé et s'est brisé la nuque. Il est mort sur le coup. Réfugiés au cinéma, les Gremlins parviennent à projeter Blanche-Neige et les 7 nains. Billy et Kate en profitent pour provoquer une explosion. Seul celui qui a la mèche en réchappe car il était en train de faire les boutiques au même moment. Caché derrière une peluche de E.T., il va jouer à cache-cache avec Billy et finir par le blesser avec une arbalète avant de le menacer d'une tronçonneuse. Au lever du jour, Gizmo s'éclate dans sa voiture Barbie et Glou-Glou pistolet. Au moment où Stripe était sur le point de se multiplier à nouveau, Gizmo parvient à ouvrir les stores, réduisant le dernier Gremlins à l'état de bouillie. Après ce désastre, Monsieur Wing rend visite à la famille Pelzer pour récupérer son Mogwai et s'en va après un dernier au revoir à son ami Billy. Vous pouvez comprendre ce qu'il dit quand il vous parle? Pour comprendre, il suffit souvent d'écouter. Mogwai t'attendra.
Un clin d'œil à Indiana Jones est visible au tout début du film, sur le panneau publicitaire de l'émission radio de la ville. Pendant le tournage de Gremlins, l'équipe se permettait plusieurs blagues et plaisanteries sur Gizmo, notamment en raison des défis techniques dus à la manipulation de la marionnette animatronique. Joe Dante, le réalisateur, a souvent raconté qu'il y avait des moments où Gizmo se mettait à tomber en panne et que ça nécessitait des heures de réglage pour ajuster les mécanismes à chaque fois qu'il devait apparaître à l'écran. Ces pannes répétées ont donné lieu à des plaisanteries parmi les membres de l'équipe, notamment sur le fait que Gizmo faisait sa diva, difficile à gérer en raison de ses pannes incessantes. Une autre blague courante était que Gizmo, en raison de ses expressions très humaines, semblait parfois plus vivant que les autres marionnettes du film, ce qui amusait beaucoup l'équipe. Le scénario de Gremlins, écrit par Chris Columbus, avait au départ une tonalité beaucoup plus sombre. Dans la version initiale, les Gremlins tuaient par exemple la mère de Billy en la décapitant et tuaient brutalement le chien de la famille Barney. C'était un film beaucoup plus macabre, mais Steven Spielberg a insisté pour alléger le ton du film et honnêtement il a bien fait. Une scène supprimée montre par exemple les Gremlins mangeant un client au McDo, jugée trop effrayante pour les enfants. Gizmo devait initialement se transformer en Stripe, mais Spielberg a insisté pour qu'il reste le héros du film. Il a voulu que Gremlins mélange habilement horreur et comédie, permettant ainsi de toucher un public beaucoup plus large. Cette décision a permis de transformer Gremlins en une comédie horrifique, à la fois effrayante et drôle, mais jamais trop violente. Une autre caractéristique de Gremlins, c'est son insertion de référence à la culture pop. Par exemple, la chambre de Billy est truffée de clins d'œil, et on peut apercevoir la peluche de E.T. dans le magasin de jouets à la fin du film. Et c'est pas un hasard, Spielberg étant lui-même derrière ce film, il a voulu insérer une petite touche de son propre univers. De plus, les Gremlins eux-mêmes ne sont pas en reste. Dans certaines scènes, ils portent des accessoires emblématiques de la culture pop, comme des chapeaux de cow-boy ou des lunettes de soleil, ajoutant à l'aspect farfelu et satirique du film. Malgré le fait que l'histoire se déroule à Noël, le tournage de Gremlins a eu lieu pendant l'été. Et oui, je sais, c'est un peu bizarre, ça représentait des défis supplémentaires pour recréer l'ambiance hivernale. La fausse neige utilisée sur le plateau était par exemple constituée de flocons de maïs peints en blanc, rendant certaines scènes très glissantes pour les acteurs. Des conditions qui ont ajouté une touche d'humour supplémentaire aux coulisses du film, renforçant l'aspect décalé de sa production. Beaucoup de séquences avec les Gremlins ont été improvisées pendant le tournage, comme celle du bar où ils fument, jouent aux cartes ou chantent au karaoké. La scène où Kate raconte pourquoi elle n'aime pas Noël en expliquant que son père est mort coincé dans la cheminée, en essayant de se déguiser en Père Noël pour surprendre sa famille, a été jugée choquante et un peu absurde par Warner Bros. Joe Dante, soutenu par Spielberg, a insisté pour la garder, la trouvant essentielle pour le développement du personnage de Kate et pour ajouter cette dimension d'humour noir qui enrichissait l'équilibre du film. Cette scène est devenue l'une des plus mémorables et cultes de Gremlins. Spielberg fait un caméo dans le film, il apparaît brièvement en train de conduire une voiture électrique. Et dans la cabine téléphonique, c'est ni plus ni moins que le compositeur de la musique du film, Jerry Goldsmith. Les sons produits par Gizmo et interprétés par Howie Mandel sont souvent une expression de son état émotionnel, joie, peur ou inquiétude, ce qui donne l'impression qu'il parle, mais ses phrases ne sont pas une langue réelle. Howie Mandel a expliqué que sa performance ne suivait pas de script rigide, on lui a demandé de recréer des sons adorables et émotionnellement évocateurs, sans logique linguistique particulière. Il s'agit donc d'une performance plus intuitive que linguistique. Il est mignon. Vas-y, cligne des yeux. Fais comme moi. Tu peux y arriver, Gizmo. John Hora, le directeur de la photographie, qui a souvent collaboré avec Joe Dante sur plusieurs projets, notamment dans Gremlins, c'est lui qu'on voit tenir la caméra et discuter avec le réalisateur, a contribué à créer l'atmosphère sombre et féerique de Kingston Falls, où se déroule l'histoire. Son utilisation de l'éclairage et des ombres a par exemple magnifiquement servi les marionnettes des Gremlins. On l'apercevra en tant qu'acteur dans le rôle de Ozzy, le scientifique, qui injecte Dennis Quaid dans les fesses de Martin Short dans le film L'aventure intérieure, qui sortit en 1987. John Hora faisait partie de ses collaborateurs qui comprenaient la vision d'un réalisateur au point de la sublimer. Et dans le cas de Joe Dante, Hora n'était pas seulement un technicien. Il apportait cette atmosphère et un style visuel qui renforçait les émotions du spectateur. Et il reste associé à tous ces films cultes réalisés par Joe Dante dans les années 80. Et je trouvais important de vous en parler.
L'un des plus grands succès de Gremlins réside dans sa capacité à mélanger l'horreur et la comédie d'une manière unique et maîtrisée. Joe Dante a su créer un équilibre subtil entre ces deux genres en offrant une atmosphère à la fois effrayante et pleine d'humour. Un exemple parfait de cet équilibre se trouve dans la scène où un Gremlins danse sur la musique de Flashdance dans le bar. Ce moment totalement absurde et hilarant contraste parfaitement avec la scène suivante où la mort de Stripe dans la fontaine devient aussi visuellement terrifiante qu'esthétique. Ce va-et-vient entre comédie et terreur est l'un des charmes indéniables de Gremlins. Et même dans la scène de fin, lorsque Gizmo dit au revoir à Billy et qu'on a les larmes aux yeux, la scène suivante vient contraster ce moment d'émotion avec le père qui propose de refourguer sa dernière invention à Monsieur Wing. Et si vous acceptiez que je vous offre ce modeste cadeau... Le cendrier sans fumée. L'homme de la station-service a essayé de me le vendre. Très généreux, à vous. Mais le film ne se contente pas d'être un simple divertissement, il cache également une satire sociale subtile. Les Gremlins, en tant que créatures semant le chaos, symbolisent la critique de la société de consommation excessive et du matérialisme des années 80. Ce qui est totalement représenté par le personnage de Monsieur Futterman, qui ne fait que consommer américain et déteste ces saloperies de voitures étrangères. La ville fictive de Kingston Falls, où l'action se déroule, représente une petite ville américaine typique, apparemment paisible, mais qui bascule dans le chaos dès qu'elle viole les règles. Ce renversement de l'ordre naturel souligne les dangers d'une société où la surconsommation peut conduire à des conséquences imprévisibles. Le film va encore plus loin en abordant les craintes liées à la mondialisation et à la technologie. Le magasin chinois, où Billy acquiert Gizmo, devient le centre de cette réflexion. Les mystérieuses règles de l'entretien du Mogwai, bien que simples en apparence, servent de métaphore pour la méfiance envers les produits étrangers et l'inconnu. Elles illustrent les dangers mal compris de la mondialisation et de la consommation de masse, un thème qui résonne particulièrement dans ce contexte des années 80, époque marquée par la mondialisation et l'essor des produits importés. En plus de ses dimensions sociales et politiques, Gremlins a eu un impact durable sur la culture populaire. Le film est aujourd'hui considéré comme un précurseur des comédies horrifiques modernes. Des films comme Shaun of the Dead ou encore Beetlejuice doivent beaucoup à l'équilibre parfait que Gremlins a su établir entre humour et horreur. Ce film a prouvé qu'il était possible de faire rire et frissonner les spectateurs tout en conservant une atmosphère légère mais décalée, et cet héritage se retrouve dans de nombreux films actuels. Les personnages de Gremlins ont eux aussi marqué l'imaginaire collectif. Gizmo, le petit Mogwai adorable, est devenu un symbole de mignonnerie, tandis que les Gremlins eux-mêmes incarnent le chaos et l'anarchie. Avec leurs rires déments et leur comportement totalement absurde, ces créatures sont devenues des métaphores de la rébellion joyeuse contre l'ordre établi, un phénomène que l'on retrouve dans de nombreux films depuis. Enfin, Gremlins a également contribué à un renouveau des films de monstres. À une époque où les blockbusters étaient souvent sérieux et dramatiques, le film a rappelé au public qu'il était possible de s'amuser avec des créatures fantastiques, tout en y apportant une dimension comique et irrévérencieuse. Il a montré que les films de monstres pouvaient être légers, inventifs et surtout divertissants, sans perdre de leur créativité ni de leur capacité à nous surprendre. Gremlins fête cette année ses 40 ans et il continue de marquer les esprits. Aujourd'hui, il occupe une place particulière en tant que classique intemporel de Noël, mais aussi comme une comédie horrifique culte. Grâce à son mélange unique de frissons, de rire et de chaos, Gremlins parvient à traverser les générations et à nous toucher encore aujourd'hui, offrant à chaque nouveau visionnage une expérience aussi rafraîchissante qu'inattendue. C'est un film qui, tout en étant ancré dans l'esprit des années 80, reste un divertissement qui touche à la fois les fans de films de monstres, les amateurs de comédie et ceux qui recherchent une satire sociale audacieuse. La banque et moi, nous avons le même but dans la vie. Nous sommes là pour gagner de l'argent. Madame Deagle, c'est Noël! Eh bien maintenant, vous savez ce qu'il faut demander au Père Noël. Maman, j'ai faim. Et au-delà de son côté divertissant, Gremlins, c'est pour moi un chef-d'œuvre qui illustre parfaitement le cinéma de Steven Spielberg dans les années 80. Il réussit à marier tradition et subversion en bousculant les codes tout en restant fidèle à une certaine vision du cinéma familial. Spielberg, avec sa touche unique, a su insuffler à ce film une magie particulière, tout en permettant à Joe Dante de jouer avec l'absurde et l'imprévu, tout en gardant une atmosphère de frisson et de plaisir. Ce mélange de comédie et d'horreur, avec cette pincée de critique sociale, en fait un film qui représente à la perfection l'esprit du cinéma des années 80. Une œuvre qui a su s'imposer grâce à son équilibre parfait entre frisson, comédie et satire sociale.
Et la question qui se pose maintenant, c'est comment sa suite a-t-elle pris le parti de pousser cette folie encore plus loin? Comment Gremlins 2, la nouvelle génération, a-t-il su se réinventer en une satire brillante du cinéma et des franchises elles-mêmes? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le découvrir. Un film qui montre la parfaite alchimie entre Spielberg, Joe Dante, Chris Columbus et sans oublier la composition magique de Jerry Goldsmith et puis Chris Wallace évidemment qui a contribué à donner vie à Gizmo, cette petite peluche qu'on rêvait tous d'avoir quand on était gamin et qui continue encore de nous faire rêver aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette dernière vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, je vous invite à la soutenir en me laissant un like, un commentaire, donnez-moi votre avis sur Gremlins, qu'est-ce qu'il représente pour vous, et n'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Tous les liens vers mes réseaux sociaux en description, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Gremlins 2, sorti en 1990, toujours réalisé par Joe Dante, mais qui n'a pas eu le succès du premier film. Il y a plusieurs raisons à cela, mais ça on en parlera la semaine prochaine. D'ici là, soyez heureux.